une fois, c'est un immense plaisir pour nous de vous retrouver dans cette plateforme. Aujourd'hui, l'équipe de Parlons Sciences s'honore de recevoir comme invité professeur Babacar Mbengue. Professeur Babacar Mbengue est un immunologiste. Il est enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, plus particulièrement à la faculté de médecine. Il est également professeur agrégé en immunologie. Alors, cette émission, nous allons l'aborder sous l'angle de l'immunologie. Cher professeur, merci beaucoup d'avoir vraiment accepté cette invitation dans ce contexte aussi particulier. Alors, professeur, ces temps-ci, on parle beaucoup d'immunité par rapport à ce virus, à ce coronavirus Covid-19. Professeur, est-ce que vous pouvez d'abord nous définir ce qu'est l'immunologie et c'est également quoi l'immunité? Parce que ce sont ces termes-là qui vont ensuite déterminer la suite de l'émission. Merci beaucoup, Mokhtar. Je pense que c'est, comme tu l'as dit, une situation qui est exceptionnelle. Mais ça n'empêche pas de commencer par les remerciements. Je vous remercie beaucoup et je salue tous les abonnés de votre plateforme. Et je pense que c'est le moment, il faut vraiment que les gens parlent de ce qu'est le Covid-19, de ce qu'est l'immunité, et c'est des éléments qui sont importants. Alors, vous avez posé des questions qui sont très très importantes. Alors, c'est facile, mais c'est difficile de répondre à ces questions. C'est quoi l'immunologie? Bien entendu, c'est une science qui étudie ce qu'on appelle le système immunitaire, c'est-à-dire cet ensemble de cellules dans notre organisme, de molécules et d'organes qui a pour fonction de nous protéger. Alors, nous protéger contre quoi? Bien sûr, nous protéger contre des éléments étrangers, qui peuvent être des bactéries, qui peuvent être des virus, comme le Covid, qui peuvent être des parasites, mais qui peuvent être aussi des molécules de l'environnement, en quelque sorte des xénobiotiques. Alors, ce système, comme le système nerveux, comme le système cardiovasculaire, est organisé, bien sûr, et agit par des mécanismes. Et ces mécanismes, on les appelle l'immunité, c'est-à-dire des mécanismes de défense de nos propres cellules contre les éléments étrangers. C'est un système assez complexe et qui est très important pour la survie de l'organisme. Merci beaucoup, cher professeur, d'avoir vraiment défini ces termes. Alors, professeur, on parle du coronavirus Covid-19. Quand ce coronavirus pénètre l'organisme, comment il va faire intervenir le système immunitaire de la personne qui est infectée? Merci encore une fois, Mokhtar. Le coronavirus est comme vous l'entendez, c'est un élément étranger, comme les bactéries, les virus qu'on a dit tout à l'heure. Alors, tout élément étranger qui entre dans l'organisme peut déclencher le système immunitaire. Parce que sa fonction, le système immunitaire, c'est de nous protéger. Donc, le coronavirus fait partie, en quelque sorte, des ennemis du système immunitaire. Quand il pénètre dans l'organisme, comme tous les virus, ce sont des pathogènes intracellulaires obligatoires. Donc, ils doivent entrer dans certaines cellules en utilisant des molécules qui sont à la surface des cellules. Pour le coronavirus, il s'agit ici de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2, en quelque sorte qui est exprimée par nos cellules. Et le coronavirus utilise ça comme récepteur pour pouvoir pénétrer. Le système immunitaire doit empêcher à ce coronavirus d'entrer dans les cellules, de s'y développer. Parce que quand il entre, comme tous les pathogènes, il doit proliférer, il doit se multiplier. Et en se multipliant, d'accord, le coronavirus donc déclenche une réponse immunitaire d'abord innée, avec l'inflammation, qui au début elle est protectrice, avec l'intervention des cellules dites immunitaires innées, les cellules NK, les monocytes macrophages, les polynucléaires neutrophiles, en tout cas toutes ces cellules qui sont différentes aujourd'hui des lymphocytes et des lymphocytes B qui vont venir après. Donc cette inflammation, cette immunité innée, a pour fonction de circonscrire le pathogène afin d'empêcher des effets qui peuvent être néfastes assez rapidement pour l'organisme. Et c'est cette même immunité innée qui va déclencher l'immunité adaptative après. Donc la réponse immunitaire agit contre le coronavirus. La question c'est de voir, est-ce que cette réponse immunitaire est efficace? Ça c'est une question. Donc, je pense qu'on y reviendra. La question aussi, c'est de pouvoir contrôler la rapidité de prolifération du virus. La rapidité de pénétration du virus dans nos cellules, non, les cellules pulmonaires, tout le monde sait maintenant, okay? Et donc c'est au début une réponse inflammatoire qui est protectrice. Je pense qu'on va y revenir un peu dans le traitement. Pourquoi ne pas empêcher la place donc du système immunitaire dans l'infection par le Covid, mais c'est très 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 important. C'est une place
du choix primordial, d'accord, d'où l'intérêt, d'accord, d'approfondir un peu les études sur le système immunitaire. Merci beaucoup, professeur, c'est clair. Parlant de place, nous allons vraiment vous demander la question suivante. C'est quoi la place de l'immunologie dans la lutte contre le coronavirus? C'est-à-dire en termes de prévention, en termes de traitement et en termes de diagnostic. L'intérêt de l'immunologie dans cette lutte contre cette pandémie, elle est reconnue de tous. Hein. Il suffit juste d'écouter un peu les notions d'immunité collective, les notions de tests sérologiques, les notions de traitement avec des molécules qui appartiennent à l'immunité, d'accord? La notion d'immunomodulation, et ainsi de suite, les notions d'immunosénescence, pour savoir que ça c'est vraiment le vocabulaire qui est actuellement utilisé. Pour savoir que l'immunologie a une place dans tout le processus, dans le diagnostic avec les tests sérologiques, d'ailleurs la recherche des anticorps. Quand on parle, en France, on parle de déconfinement, ceux qui ont des anticorps, ceux qui n'ont pas d'anticorps, parce qu'il y a des gens qui rencontrent le virus qui ne développent aucun signe, parce que peut-être qu'ils ont développé une réponse immunitaire. Et la question aussi, est-ce que cette réponse immunitaire elle est protectrice pendant longtemps? Donc, le diagnostic recherche aussi des anticorps, à part le diagnostic qui repose sur la RT-PCR, n'est-ce pas, la recherche du virus direct. Donc, la recherche des anticorps permet de dire telle personne est protégée ou pas, a été infectée ou pas. Il y a aussi le traitement, hein, le traitement de la maladie, n'est-ce pas, avec l'utilisation aujourd'hui d'une molécule qui est dirigée contre l'interleukine 6. L'interleukine 6, c'est une cytokine de l'inflammation. Nous avons la tocilizumab, un nouveau médicament. D'accord, c'est pas nouveau, mais un médicament qui est actuellement utilisé, qui était utilisé dans les maladies inflammatoires et qui est actuellement accepté en France et utilisé, d'accord, pour empêcher le passage de les formes graves. Nous avons aussi la chloroquine, l'hydroxychloroquine, n'est-ce pas, qui aurait des effets anti-inflammatoires, effectivement, hein, parce qu'elle a été utilisée dans les polyarthrite rhumatoïde. Donc ça aussi c'est important. Donc dans le traitement, il y a la place de l'immunologie, mais surtout dans la prévention. Dans la prévention, parce que ce qui est connu aujourd'hui, c'est que les personnes qui ont une déficience immunitaire, les personnes qui ont en tout cas un dysfonctionnement du système immunitaire, c'est-à-dire soit exagéré avec les maladies auto-immunes, soit déficient avec les insuffisants rénaux qui sont sous traitement, hein, immunosuppresseur, ou bien les déficiences immunitaires congénitaux, sont des personnes qui sont susceptibles de faire des formes graves. Donc, pour ces personnes, dans le domaine de la prévention, il faut, pour tout le monde d'ailleurs, essayer de booster le système immunitaire par plusieurs éléments. Non, je pense qu'on va y revenir. L'alimentation et tout ça. L'immunologie a sa place dans la prévention. Elle a sa place dans le diagnostic. Elle a sa place dans le traitement et la prise en charge. Parce que c'est de l'immunopathologie en quelque sorte qui est observée avec cette maladie. Absolument. Et dans la prévention, il y a également le vaccin. On va revenir sur le vaccin tout de suite, hein, parce que ça aussi, ça avait tout récemment vraiment créé une histoire. En fait, il n'y a pas le vaccin, il y a les candidats vaccins. Il y a les candidats vaccins, on va dire. Voilà, mais ma question sur les TDR. Alors, puisque le virus est un virus à ARN et qui a cette capacité vraiment de faire des changements, est-ce que utiliser des TDR, voilà, serait une bonne solution, même si le diagnostic pourra être beaucoup plus rapide? Voilà, la question que je me pose, est-ce qu'on n'est pas en face de risque par rapport à l'utilisation des TDR, voilà, pour diagnostiquer des cas de coronavirus, par exemple, chez la population? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce qu'en général, quand on utilise des antigènes pour rechercher des anticorps avec le TDR, le test de diagnostic rapide, on essaye, d'accord, de mettre un antigène qui est stable. C'est ça. Ce n'est pas un antigène qui varie entre deux continents ou entre deux villes, et ainsi de suite. On prend des parties du virus qui sont stables, c'est-à-dire des antigènes viraux stables, qui ne changent presque pas et qui sont exprimés par toutes les souches ou bien tous les types de virus qui sont détectés. Donc voilà, c'est ça l'intérêt d'avoir des TDR. Justement, voilà pourquoi il faut essayer de valider ces tests, d'accord, en utilisant le gold standard actuellement, c'est-à-dire le test, d'accord, de référence, qui est le test, la recherche du virus au niveau nasal, n'est-ce pas, au niveau du nasopharynx. Donc, pour les tests de TDR,
ne seront utilisés que les antigènes, d'accord, qui sont considérés comme étant stables. C'est vrai, c'est un virus ARN qui change. Et c'est vrai que aussi on n'a pas beaucoup, on n'a pas suffisamment d'informations sur le virus. Puisqu'on avance petit, je te rappelle, c'est un virus qui est apparu, ça fait pas 6 mois. Absolument. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. Cette réponse nous rassure. D'ailleurs, même il y a l'Institut Pasteur qui est en train également de travailler sur ça. C'est une bonne initiative. Et je pense que peut-être bientôt, ces tests seront disponibles. Alors, professeur, dans la prévention, tout à l'heure, on a brossé un peu le vaccin. Quelles sont les différentes étapes pour mettre en place un vaccin? Et aussi, c'est quoi votre point de vue sur les différents candidats vaccins qui sont en cours de développement? Merci beaucoup. Voilà. Je suis très fier de répondre à ce type de questions en tant que vaccinologiste. C'est vrai que nous avions été tous surpris par ce virus. Et il y a eu des études avant, mais qui portaient sur des virus de la même famille. Celui-là, il est né, il est venu avec beaucoup de nouveautés et on a beaucoup appris avec le virus. Alors, les études, les recherches, d'accord, vaccinales, en général, ça dure 12 à 18 mois. Ça peut être accéléré pour certains, hein, c'est ce qu'on a fait avec Ebola, n'est-ce pas? Mais il y a des étapes qui sont obligatoires, nécessaires. Les étapes, en général, c'est ce qu'on appelle les 4 phases des essais cliniques chez l'homme. Quand on dit essais cliniques, c'est chez l'homme. Quand on dit essais précliniques, c'est chez l'animal. Il faut d'abord faire des essais précliniques chez l'animal, d'accord? C'est la souris, c'est le singe, en tout cas l'animal réceptif, pour voir quelle est la réponse, avant de passer à l'homme. D'accord? Il y a beaucoup d'essais précliniques qui ont été sautés. Il y en a qui ont sauté des essais précliniques pour passer directement à l'homme, pour ce qui concerne le coronavirus. Mais ce n'est pas grave. Pour les phases cliniques chez l'homme, il y a la phase 1, suivie de la phase 2, phase 3, phase 4. La phase 1, c'est la première phase. Elle est réalisée, c'est moins de 50 personnes. Il y a beaucoup de vaccins actuellement sur les 150 candidats vaccins qui sont en phase 1. C'est la première fois qu'on injecte à une personne, nous, en général 50 personnes, d'accord, pour essayer de voir d'abord l'innocuité, d'accord, et à côté, on regarde l'immunogénicité. Est-ce que c'est un vaccin qui va, être toléré par l'organisme, ça de la tolérance immunitaire, mais est-ce qu'il n'entraîne pas d'effets secondaires graves? Est-ce que c'est aussi un vaccin qui est capable de déclencher une réponse immunitaire, aussi minime soit-elle? D'accord? Est-ce qu'on aura des anticorps ou est-ce qu'on aura des cellules protectrices? D'accord? Alors ça, c'est la phase 1. Alors après, on va faire la phase 2. Oui, je l'appelle aussi dans la phase 1, on utilise la formulation et la dose. On fait la phase 2. La phase 2, d'accord, c'est une phase qui va être réalisée, c'est 100 personnes, 100, d'accord, à 1000 personnes. En tout cas, c'est plus d'une centaine de personnes et qui va permettre aussi d'étudier l'efficacité. Elle étudie l'efficacité, moins l'efficacité, mais en même temps, puisqu'on était à 50 personnes, on va continuer dans la phase 2 à étudier aussi la tolérance immunitaire, c'est-à-dire l'inocuité, et à étudier l'immunogénicité. Mais c'est surtout une phase qui permet d'étudier les notions d'efficacité. Est-ce que c'est un vaccin qui est protecteur? Et en général, dans ces phases 2-là, on fait ce qu'on appelle le challenge. On va administrer aux individus, ou on va les laisser en contact avec le virus pour voir si réellement ils sont protégés. Elles ne développeront pas une réponse immunitaire. Ça, c'est dans la phase 2. Mais la phase la plus difficile et la phase la plus importante, c'est la phase 3. La phase 3 va étudier le vaccin, c'est 1000 à presque 5000 personnes. Donc, c'est un nombre beaucoup plus important. Parce qu'on commence petit et après, on y va plus grand. 1000 à 5000 personnes. Chez ces 1000 à 5000 personnes, c'est des personnes qui sont exposées. On va encore étudier de façon beaucoup plus ample l'efficacité et la protection même qui est induite par le vaccin. En comparant, bien sûr, tu parles de randomiser, ainsi de suite, en mettant, s'il y a un vaccin qui est aujourd'hui connu, on le met en parallèle pour voir est-ce que le nouveau vaccin, le candidat vaccin qui est aujourd'hui proposé, entraîne une couverture beaucoup plus importante en matière de protection. Donc ça, c'est la phase 3. C'est à l'issue de cette phase 3, c'est vraiment la phase la plus difficile et la plus longue. C'est bien que dans le palu, c'est la phase qui pose le plus de problèmes, c'est normal. À l'issue de la phase 3, on a ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché. Mais on ne peut pas passer de la phase 1 à la phase 2 sans que la phase 1 ne soit concluante.
On ne peut pas passer de la phase 2 à la phase 3 sans que les résultats de la phase 2 ne soient des résultats importants. Et on ne peut pas avoir l'autorisation de mise sur le marché sans que la phase 3, vraiment la plus difficile, ne donne des résultats, d'accord, qui sont bénéfiques. Après, la phase 3, c'est donc le vaccin peut être vendu, accepté dans les pays, ainsi de suite. Et après, on fait ce qu'on appelle la phase 4. La phase 4, on l'appelle phase de vaccinovigilance. Elle permet effectivement de noter dans la population générale les effets secondaires, ainsi de suite. C'est ça ce qu'on appelle la vaccinovigilance, pour ne pas utiliser le terme de pharmacovigilance. Et donc ça, ce sont des phases qui sont importantes. Et tout ça, c'est 12 à 18 mois au moins, d'accord, pour avoir un bon vaccin. C'est pourquoi les gens ils parlent de vaccin en 2024. Absolument. Vraiment, actuellement, on a beaucoup de candidats vaccins qui utilisent plusieurs antigènes. Il y a des candidats vaccins qui sont basés sur les acides nucléiques, ARN, ADN. Actuellement, il y en a. Il y a d'autres candidats vaccins qui utilisent des virus dans lesquels on met l'ADN ou l'ARN du Covid, du coronavirus. Ça existe. Il y a d'autres candidats vaccins qui sont en train d'utiliser le coronavirus tué, c'est-à-dire les vaccins inactivés. Il y a d'autres candidats vaccins qui vont utiliser du coronavirus qui a été modifié, d'accord, c'est-à-dire les vaccins vivants, de la ténu. Mais bon, on essaye avec les 150 et on espère en avoir un peu. Justement, vraiment, merci beaucoup, chers abonnés, vous avez entendu, hein, le professeur a vraiment clarifié tous les aspects qui intéressent vraiment le grand public, mais particulièrement également à la communauté scientifique. Mais professeur, alors, vous avez expliqué les différentes étapes. Mais on a observé dans certains pays des cas de réinfection, c'est-à-dire des personnes qui ont été en contact avec le virus, qui ont guéri après, et quelques temps après, ils ont encore été testés positifs. Puisque parmi les modèles de vaccins, il y a le modèle du virus voilà, dont on a éliminé l'aspect pathogénicité. Alors comment vous pouvez, est-ce que vous avez espoir que ces candidats vaccins qui sont utilisés sous ce modèle-là pourrait avoir une efficacité? Alors, laisse-moi d'abord te rappeler que les vaccins les plus efficaces, c'est les vaccins vivants atténués. Dans le monde, on sait. C'est le cas de la fièvre jaune, c'est le cas du BCG. Ce sont des vaccins qui essayent de mimer l'infection naturelle. Donc, ce sont les premiers vaccins. Le premier vaccin qui a été découvert, c'était ça. C'était un vaccin vivant atténué. Donc, on le fait une seule fois et on est protégé pour la vie. Donc, il faut qu'on teste. Est-ce que j'ai espoir? Oui. Mais la question que je me pose avec le coronavirus en tant qu'immunologiste, c'est est-ce que la réponse immunitaire, elle est réellement protectrice? Oui, absolument. C'est ça. Et est-ce qu'elle sera protectrice dans un an, quand il y a un autre virus? Parce qu'on a un virus ARN. Et donc, ça mérite, vraiment, ça nécessite, pour répondre à ces questions, il faut qu'il y ait des études. Et des études dans tous les pays. Partout. Parce que les populations ne sont pas les mêmes. À force de voir le virus évoluer, on sait que le virus, il change, d'accord, son comportement en passant d'une population à une autre. Est-ce qu'il ne change pas aussi son comportement dans l'organisme même? Parce qu'il y a de l'immunogénétique, il y a de la génétique qui est variable d'une population à une autre. Et donc c'est ça la question qui doit être posée. Il y a des patients qui ont été traités, qui ont été considérés comme étant des patients guéris parce que le virus n'a pas été retrouvé. Oui. D'accord? Mais est-ce que c'est réellement des patients guéris du point de vue immunologique? Il faut aller voir leurs anticorps. Qu'est-ce qu'ils ont comme anticorps? Il faut aller voir leurs réponses mémoire. Est-ce qu'ils ont des mémoires lymphocytaires T ou B? Ça, c'est une étude très importante qui doit être réalisée. Absolument. On prend les cellules, on les met avec le virus, on va voir si elles vont clasher. Et ça, c'est important. Absolument. Donc, est-ce que ces patients, du point de vue immunologique, sont des patients guéris? C'est une bonne question. Vraiment, merci beaucoup. J'aime beaucoup, professeur, cette réponse. Voilà. Mais professeur, on va glisser un peu vers le vaccin BCG, qui a tout récemment révolté pas mal d'Africains en Afrique. Alors, c'est quoi votre point de vue là-dessus? Moi, je pense que ça n'en voulait pas la peine. Parce que c'était une... bon, ça a été mal présenté, très mal présenté. Ils ont commis l'erreur de le présenter comme ça. Mais ce qu'on connaît, je rappelle juste une chose. À un moment donné, le BCG était utilisé dans le traitement des cancers.
ça n'avait rien à voir avec le cancer. Mais le BCG est un vaccin qui entraîne une réponse à médiation cellulaire. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est un vaccin vivant atténué. Et les vaccins vivants atténués donnent une bonne réponse inflammatoire, innée inflammatoire. Donc l'aspect BCG, c'est le fait que le BCG injecté dans la tumeur entraînait l'afflux de cellules immunitaires dans la tumeur qui tuait les cellules cancéreuses. Mais le BCG peut être bénéfique pour le coronavirus, ça c'est clair, parce qu'elle entraîne aussi une réponse inflammatoire. Alors, est-ce que les individus qui avaient déjà le BCG, vaccinés BCG, étaient des individus qui pouvaient être protégés contre le virus? C'est bien possible, non? C'est possible, parce que moi je me rappelle bien, il y avait une étude qui avait réalisé dans le VIH, les individus qui étaient vaccinés BCG et à côté vaccin variant, leur évolution était plus lente. Ça, j'étais dans un mémoire de l'Est, de maladies infectieuses sur ça, c'est très important. Donc pour le BCG, ça mérite aussi, d'accord, d'explorer. C'est vraiment des éléments qui doivent être explorés, surtout dans nos pays, et par nous-mêmes, pas les autres, hein. C'est à nous. Donc, mais l'Afrique ne peut pas ne pas participer à ces recherches de vaccins. Donc, il faut qu'on cesse d'apeurer les populations. Nous ne pouvons pas ne pas, parce que nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait des vaccins qui sont fabriqués à l'extérieur, qui sont prêts, qui ont vraiment eu l'autorisation de mettre sur le marché, qu'on vaccine chez nous sans pouvoir les tester. C'est ça, c'est le minimum. Vraiment, merci beaucoup. Ça, c'est la réponse scientifique. Mais en fait, le problème, c'est que voilà, les gens envisageaient de tester le vaccin chez les Africains, mais parallèlement, hein, il y avait d'autres pays qui étaient concernés par ça. Mais bon, ça, on va laisser le débat. Voilà, en tout cas, la réponse scientifique, elle est donnée. Alors, professeur, on a aussi vu que le virus fait plus de dégâts chez les personnes âgées. Et on a aussi constaté que les enfants semblent être protégés. Parce que là-bas, on a vu, il y a moins de cas. Oui. Comment vous pouvez expliquer ça? Très rapidement. Non, alors, tu me dis toujours très rapidement, vous posez des questions assez lourdes là. Alors, ce qu'on sait, c'est que c'est le sujet âgé. Oui. Au-delà de 65 ans, il y a ce qu'on appelle l'immunosénescence. Encore une fois, ce sont des études qui ont été réalisées chez les Occidentaux. Chez nous, ça commence certainement pas à 65 ans. C'est encore plus bas. Donc, il faudra qu'on change. Moi, je me dis, à partir de 60 ans, il y a ce qu'on appelle l'immunosénescence. C'est un vieillissement du système immunitaire. Le nombre de cellules change. Les cellules mémoire augmentent. Les cellules naïves, c'est-à-dire des cellules qui n'ont jamais rencontré l'antigène, qui doivent rencontrer un nouveau virus, diminuent au moment où les cellules activées, les cellules mémoire chez l'individu augmentent. Vous voyez? Donc, il n'y a plus suffisamment de bras pour pouvoir contrecarrer un virus qui est là. Alors ça, ce phénomène, donc, on l'appelle immunosénescence ou vieillissement du système immunitaire, comme vous voulez. Voilà pourquoi les individus âgés, d'accord, sont susceptibles face à ce nouveau virus. Alors, chez les enfants, nous avons beaucoup plus de cellules naïves, beaucoup moins de cellules effectrices et de cellules mémoire. D'accord? Cela explique en partie, je reviendrai sur les autres éléments, le fait que les enfants, d'accord, aient une réponse plus forte, plus importante et qui sont protégés. Il y a d'autres facteurs. Par exemple, l'ACE tout à l'heure, l'enzyme de conversion de l'angiotensin, serait moins exprimée chez les enfants. Et ça, c'est la clé qui est utilisée par le virus pour entrer dans les cellules. Ça explique aussi le fait que les enfants soient aussi protégés. Alors, si on retourne chez les sujets âgés, vous savez très bien que, avec l'âge, apparaissent des maladies, comme le diabète, comme l'hypertension artérielle, c'est-à-dire les maladies cardiovasculaires, comme les maladies respiratoires chroniques, comme le diabète, mais aussi les maladies auto-immunes. Le système immunitaire se retourne contre le soi et commence à détruire le soi. D'accord? Cela explique aussi que ces patients-là soient beaucoup plus susceptibles parce que leur système immunitaire, d'accord, très facilement est perturbé face à ce virus. Merci beaucoup, ça vraiment c'est clair. Mais c'est les enfants aussi. Il y a des gens qui ont émis l'hypothèse selon laquelle, voilà, les enfants, puisqu'ils ont été vaccinés, voilà, est-ce que ça aussi, ça ne participe pas à la protection qui semble être observée? Mais je suis un peu dubitatif sur ça. Oui. Parce que je me dis que les enfants, les vaccins, chaque vaccin est spécifique. D'accord, d'un pathogène. C'est vrai que tu me diras le BCG. Oui, le BCG, c'est un vaccin qui fait beaucoup de choses. D'accord? Ok.
Mais nous ne devons pas rester les bras croisés. Ça, c'est des activités de recherche que nous devons faire actuellement. Et permettez-moi un peu de lancer un appel là. Les centres de vaccination, il faut les réouvrir pour vacciner les enfants actuellement. La plupart des centres de vaccination dans les hôpitaux sont fermés. Et on redoute, d'accord, d'ici quelques mois, des épidémies de rougeole. Absolument. Donc il faut que les enfants soient vaccinés, d'accord, pour essayer de faire ce truc-là. Tout ça pour dire qu'on ne doit pas apeurer vraiment la population. Les gens doivent continuer le travail quotidien de manière, en tout cas, correcte. Professeur, merci beaucoup encore une fois. Mais prof aussi, il y a un autre constat. On a vu qu'en Afrique, le virus semble faire moins de dégâts. C'est les Africains, surtout noirs, comparés aux autres. Ça aussi, comment vous pouvez l'expliquer? Je pense qu'il y a d'abord un ralentissement de la vitesse de transmission du virus. Je pense plus à un ralentissement de la vitesse de transmission du virus. C'est vrai, nous, on a appris des autres. Parce que là où le virus a démarré, d'accord, l'Europe a appris de la Chine. Nous, on est en train d'apprendre et de l'Europe et de la Chine. C'est important. Alors, le virus, la transmission du virus était beaucoup plus rapide en Europe. Peut-être parce qu'eux aussi, ils ont les capacités de tester plusieurs personnes en même temps. D'accord. Là, il y a ce facteur. Est-ce que le virus n'a pas changé entre-temps en diminuant un peu sa vitesse de transmission du point de vue de modification génétique? Mais est-ce que aussi les conditions climatiques ne sont pas la température ici, le soleil, l'exposition au soleil? Oui, le soleil, oui. On est il ne faut pas le sous-estimer, même si ce n'est pas carrément démontré. Je pense qu'il y aurait des effets, d'accord, sur la transmission. Alors, l'autre élément qui est aussi important, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Nous avons l'habitude de rencontrer des coronavirus. En Afrique, on a l'habitude de rencontrer des coronavirus. Et s'il y a des antigènes qui sont partagés entre les coronavirus, bien entendu, notre système immunitaire va agir parce qu'il retient en mémoire des antigènes de ces premiers coronavirus que nous avons l'habitude de voir. Absolument. D'accord. C'est la Donc, même si c'est des réponses qui sont faites, qui atténuent un peu, qui participe. Ça c'est possible. Absolument. Mais tout ça, il appartient à la recherche. D'investiguer sur ça. Mais bien sûr, c'est vraiment obligatoire qu'on le fasse. D'accord. Certains aussi la rareté des formes graves est aussi un cas. Et c'est ça, c'est important aussi. Déjà, il y a le réalisateur qui me signale qu'il ne nous reste que 2 minutes, donc on va essayer d'aller vite. C'est vrai qu'il y a d'autres questions par rapport à ce volet-là, en tout cas la manière dont le virus circule en Afrique. Alors, professeur, la question que j'aimerais peut-être poser, c'est juste, c'est quoi votre appréciation sur le travail du corps médical sénégalais, mais également du corps scientifique sénégalais, surtout dans le diagnostic, et aussi votre point de vue sur le traitement? Je les félicite. Ils sont en train de faire un très joli travail. Et c'est ça. Mais ce que je demande, c'est la solidarité. Ce que je demande aussi, c'est d'éviter, tu l'as dit tout à l'heure, en tant qu'agent de santé, d'apeurer la population. Parce que ce que je sais, c'est que le système immunitaire dépend aussi de l'état mental de l'individu. Il faut qu'on évite de la panique. Il faut qu'on fasse plus de sport, il faut qu'on dorme suffisamment, il faut qu'on prenne plus de vitamines pour booster la réponse immunitaire, au passage rapidement. Mais je félicite le corps médical, d'accord? Je les félicite et je les encourage parce que c'est un moment assez difficile pour nous tous. Donc on doit se serrer la main, tout le monde impliqué, et qu'on donne la bonne information et les meilleures informations. Merci. Je pense que c'est l'essentiel. Merci beaucoup. Voilà. Comment renforcer le système immunitaire et votre mot de la fin et la reprise des enseignements? Mais je l'ai dit tout à l'heure, renforcer le système immunitaire, c'est faire plus de sport. Même à la maison si on est confiné. Renforcer le système immunitaire, c'est prendre beaucoup plus de vitamines. La vitamine C, la vitamine D, l'exposition au soleil. D'accord? Prendre du zinc, ainsi de suite. Éviter le fer, ça fait partie. Dormir 7 à 8 heures par jour, se coucher tôt, surtout avec le couvre-feu, il faut se coucher tôt, se réveiller au potable. Voilà, donc restez, d'accord, sans panique, ne pas paniquer, ne pas stresser. La reprise des enseignements, mais on verra, c'est le virus qui dicte le timeline. On va voir ce que ça va donner, hein, mais il faut qu'on s'y prépare. Et qu'on évite, qu'on continue, je veux dire, les gestes barrières, le port de masque, les 2 mètres entre deux, c'est difficile. D'accord? Le lavage des mains. Ça, c'est des choses, même sans coronavirus, on doit le faire. Voilà donc les derniers. En tout cas, merci beaucoup. L'immunité collective aussi, ça agit la notion d'immunité collective, oui. On ne peut pas
se baser sur l'immunité collective pour laisser les populations sortir. Oui. C'est pas possible. Oui. Parce que c'est au risque de tuer 160 000 personnes. Merci beaucoup, cher professeur. Ça a été un plaisir vraiment de vous recevoir aujourd'hui dans cette émission Parlons Sciences.